beaucoup. Bonjour à tous. Merci aux équipes de l'Institut de la photographie des Hauts-de-France de m'accueillir cet après-midi, et tout particulièrement à Anne Lacoste, avec laquelle nous avons pu échanger autour du projet dont il va être question cet après-midi et qui a eu la bonne idée, on va dire, d'en donner un peu plus d'écho. Alors je suis particulièrement ému parce que ça fait à peu près 2 ans que je travaille sur ce projet, et probablement encore longtemps. Et c'est la première fois que j'en parle en public. J'en ai beaucoup parlé dans les conseils d'administration auprès d'un certain nombre de personnalités, mais c'est la première fois que, face à la communauté, je dirais, de l'éducation, de la photographie et de la recherche, j'ai l'occasion de projeter le projet. Alors ce projet, il a déjà 2 ans d'âge, puisqu'il a connu une première année de réflexion, je dirais, en liberté, dans le cadre d'un concours d'architecture et d'urbanisme. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et puis une deuxième année à l'issue du concours qui a été gagné par le porteur de projet. Une deuxième année qui est en fait cette année, l'année 2018, et qui a constitué pour moi et un certain nombre de personnes qui m'entourent, je dirais, à mener une campagne d'adhésion autour de ce projet. Et les années futures seront dédiées, on va le voir, à d'autres choses. Alors, ce projet est né finalement bien sûr d'une opportunité, mais aussi de constats. Un premier constat était que depuis de nombreuses années déjà, autour de moi, dans les écoles d'art notamment, mais aussi dans les universités, on voyait arriver les premiers étudiants natifs du numérique, qui n'avaient donc pas de connaissances, même élémentaires, de l'histoire de la photographie classique. Et d'étudiants en art qui avaient très envie, dans les écoles d'art, de pratiquer la photographie classique, notamment argentique, mais pas seulement. Des demandes tellement fortes que des financeurs aujourd'hui réhabilitent et remontent entièrement des laboratoires dans des grandes écoles d'art, pour ne pas la nommer, à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Et puis deuxième constat, autour de moi depuis un certain nombre d'années, et autour de vous tous, beaucoup d'artistes contemporains, et Agnès Geoffray était avec vous dans le cadre du colloque, s'intéresse beaucoup à l'histoire de la photographie, aux images anciennes et aux pratiques techniques que j'appelle anténumériques. Cette convergence à la fois d'une jeune génération et puis de jeunes artistes autour de quelque chose qui a disparu depuis à peu près 20 ans faisait bien sûr écho en moi en tant qu'historien de la photographie et je me disais, il y a un constat qui est élémentaire, c'est qu'il y a un désir, il y a un besoin de connaissance par rapport à la perte d'un terme que je vais employer beaucoup aujourd'hui, je m'en excuse, mais c'est un peu un mot-clé, des savoir-faire. Et j'ai donc eu envie de trouver un moyen, à un moment donné, de faire en sorte que les savoir-faire de la photographie puissent survivre, indépendamment d'une lecture purement archéologique ou nostalgique, survivre sur un mode qui me semblait tout à fait évident, qui est celui de la photographie classique, au sens où on parle de la musique classique, c'est-à-dire une musique qu'on n'écrit plus mais qu'on joue toujours. Les seules structures qui sont habilitées à faire vivre des choses qui n'existent plus, ce sont les conservatoires d'art dramatique, conservatoires de musique. Il m'a semblé évident qu'il fallait un jour faire naître un conservatoire de la photographie. Alors c'est compliqué parce que, on l'a évoqué ce matin, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais mon désir, mon idée, c'était de faire en sorte d'associer le monde de la recherche et le monde du savoir-faire, et puis aussi les publics, puisque c'est l'angle que nous avons choisi aujourd'hui. Alors, donc, comment commence l'histoire ? Il y a cette idée d'un enseignant-chercheur qui a envie de se confronter à la question de la préservation des savoir-faire, et puis un porteur de projet, pour l'appeler par son nom, un opérateur d'urbanisme qui vient me voir un jour, un peu par hasard, pour me parler d'un concours sur lequel il travaille. Ce promoteur s'appelle Quartus, c'est un des très gros promoteurs français, et qui a engagé un concours important qui a eu lieu il y a 2 ans, qui s'appelle Réinventer la Seine 2, Le Havre jusqu'à Paris, qui consiste à réhabiliter des ensembles industriels. Et Quartus travaille sur un projet de réhabilitation de l'ancienne usine des eaux à Ivry, juste au sud de Paris, derrière le périphérique et au bord de la Seine.
Et l'ancienne usine des Eaux de Paris, c'est 50 000 m². C'est un ensemble tout à fait conséquent et qui n'a plus d'usage, quasiment plus d'usage, puisque l'usine des Eaux de Paris maintenant est en amont de la Seine. Ce site est tout à fait impressionnant par sa dimension, par son inscription dans l'urbanisme et puis par son patrimoine, puisque Perrault en a signé les 2 bâtiments principaux, à savoir au fond, on va mieux le voir ici, un bâtiment qui est aujourd'hui encore en activité, qui est le bâtiment qui accueille l'ensemble des ingénieurs des Eaux de Paris. Et puis, ici, vous le voyez à gauche, on va le voir mieux, ce qu'on appelle maintenant la Grande Nef, et qui est un bâtiment de 400 mètres par 200 mètres, qui est un bâtiment quasiment plat, qui va être surélevé, on va le voir, et qui accueille encore aujourd'hui, même si ça ne sert plus, les cuves de charbon actif qui permettaient de laver l'eau prise dans la Seine et de la renvoyer dans Paris. C'est donc un ensemble industriel tout à fait conséquent qui était propriété de la ville de Paris et qui est donc cédé aujourd'hui à ce promoteur qui a remporté ce concours, ce promoteur donc Quartus, associé à un certain nombre d'autres acteurs, on va le voir. Alors vous allez me dire quel rapport avec un collège de la photographie. Eh bien, en fait, par le biais de la construction de ce projet, des notions, je dirais, tout à fait importantes de notre société ont été mises en œuvre pour gagner ce projet, parce que ce projet, en fait, vous voyez ici une projection, donc c'est le quartier qui va naître là dans les années qui viennent. Ce projet est essentiellement conçu autour de la notion de manufacture, de fer, manufacture sur Seine, c'est le nom du projet, et autour de la notion de l'écologie et du recyclage. Ça va être le premier grand écoquartier du Grand Paris, et il va être signé par Wang Shu, qui est le Pritzker chinois qu'on connaît bien, qui est le seul grand spécialiste au monde de l'architecture en terre, puisque ce quartier va être essentiellement bâti en terre. Et une usine là vient d'ouvrir maintenant à Sevran, grâce à Quartus notamment. C'est les premières usines qui vont servir de traitement des excavations du Grand Paris pour fabriquer de la brique et fabriquer un quartier. Donc c'est tout un quartier et toute une ville qui va naître. Et dans ce quartier, il y a donc les 2 bâtiments de Perrault. Celui qui est actif encore et celui qui est aujourd'hui en friche, on pourrait dire, même s'il est parfaitement conservé, puisque c'est un territoire parfaitement sécurisé pour des raisons techniques. Donc, dans ce bâtiment, Quartus avait envie, dans son projet, d'avoir un certain nombre d'acteurs présents autour du thème du recyclage. Alors, il va y avoir des gens qui travaillent sur la balnéothérapie, il va y avoir des grands espaces de coworking, bref, et plus-value symbolique, probablement, je ne suis pas naïf, il avait très envie d'avoir un projet culturel dans cet espace-là. Et lorsqu'ils m'ont demandé de réfléchir à quelque chose autour de l'image, je suis donc parti en liberté avec mon seul crayon et ma seule page blanche, en essayant de me rappeler tout ce qui me faisait rêver et tout ce qui, aujourd'hui, m'alertait. Et parmi les choses qui me faisaient rêver, il y avait l'idée d'un collégium, c'est-à-dire d'un endroit où on puisse avoir plusieurs activités possibles autour de la photographie, de sa création et de sa valorisation. Et puis ces désirs de conservation et de pratique de la photographie classique. Donc, c'est à partir de ce moment-là que s'est cristallisée l'idée de ce collège. Alors, l'idée repose sur trois principes, sur 3 pôles plus exactement, que je vais développer un petit peu plus avant, qui m'ont semblé, et après m'en avoir entretenu avec un certain nombre d'acteurs sur la région et au-delà, à la fois être utiles, stimulants, et ne pas venir recouvrir des missions qui peuvent être remplies par ailleurs. L'idée d'un conservatoire d'abord. L'idée d'un conservatoire, c'est celui de faire des pratiques anténumériques au pluriel, pratiques anténumériques, un ensemble de savoir-faire qui doivent nous rappeler une chose élémentaire, c'est que dans la législation française, la photographie est un métier d'art, avec tout ce que ça peut recouvrir de dimensions juridiques et professionnelles. Et donc j'avais très envie, moi qui ne suis pas photographe, de promouvoir, dans l'urgence de leur disparition, mais aussi dans l'urgence de leur actualité, ces savoir-faire, sachant qu'autour de nous, beaucoup, par exemple,
de tireurs de photographie sont pratiquement à la retraite et que les savoir-faire sont en train de se perdre alors qu'ils sont désirés par beaucoup d'acteurs aujourd'hui de tous âges. L'idée, c'était donc de proposer un lieu de formation aux pratiques anténumériques, inspiré bien sûr de toute cette actualité. Ces pratiques anténumériques, il fallait trouver, si vous voulez, une idée pour que ce ne soit pas, entre guillemets, un grand photoclub, mais un projet qui pouvait avoir du sens aussi, et le dialogue sera facile avec l'Institut de photographie de Hauts-de-France, aussi dans les questions de valorisation et de préservation. L'idée, c'est d'avoir un équipement haut de gamme à la fois en argentique, dans les différentes pratiques anciennes, mais aussi en numérique, et d'animer des types de formations qui peuvent être variés. J'entends par là aussi bien des initiations qui peuvent être des ateliers, on a parlé d'ateliers ce matin, relativement brefs, ou des formations à plus long terme. Mais ce ne sera pas une école. Il n'y aura pas de formation initiale. C'est quelque chose qui est fait dans des établissements prestigieux ou locaux en France. Il ne s'agit pas de faire une école de photographie, mais bien un conservatoire. Alors, le modèle économique, puisque l'idée c'est de projeter quelque chose qui va être suffisant économiquement au plus tôt, a été assez rapidement de créer un centre de formation. Alors moi, en tant qu'enseignant-chercheur universitaire, ça peut sembler curieux, mais en fait, la réalité, c'est que les universités sont en train de devenir les grands centres de formation en France et que la formation tout au long de la vie que nous promouvons désormais fait qu'on peut s'appuyer sur la législation et les différents opérateurs techniques pour aujourd'hui monter des centres de formation dévolus au savoir anténumérique. Mais à côté de ces savoirs anténumériques, ce qui est intéressant, c'est bien sûr de pouvoir aussi avoir des formations liées à la préservation. Alors il ne s'agit pas de remplacer les formations de l'INP, bien évidemment, ou d'aller empêcher les restaurateurs patentés du patrimoine de travailler, mais plutôt de donner des clés à des photographes ou à des acteurs du domaine culturel pour comprendre et apprendre des principes de conservation préventive. Je ne parle pas de restauration du tout. Et puis, troisième élément, et là aussi, on aura des dialogues fructueux avec l'Institut, promouvoir des formations qui sont dans le domaine de la valorisation, aussi bien l'édition, aussi bien la connaissance au sens large et l'exposition. Alors, on verra un peu dans le détail tout ça rapidement tout à l'heure, mais si vous voulez, c'est cette dimension-là qui m'intéresse. Un centre de formation qui ait son économie propre, et qui permettent de former des publics, pour le dire comme ça, tout à fait divers. À l'évidence, les savoirs anténumériques n'ont pas d'horizon économique. On ne va pas dire à des gens, on va vous former à faire du collodion, vous allez vivre avec ça. Bien sûr que non. En revanche, j'ai regardé d'assez près ce que proposent des formations ici ou là. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui dans les centres de formation, c'est ce qu'on appelle les compléments de formation. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des élèves qui sortent des écoles de photographie qui n'ont bien sûr aucune connaissance anténumérique, aucune. Alors qu'ils vont avoir, et je peux vous le dire très rapidement, des demandes de leurs clients, parlons très simplement, pour avoir un portrait au platinotype, j'aimerais avoir le visage de ma femme en daguerréotype, etc. Et ce complément de formation, il sera très utile à beaucoup de photographes d'aujourd'hui, comme une sorte de récupération de leur mémoire et de leur savoir-faire. Et donc ça, on pourra leur offrir. C'est un exemple parmi d'autres. Alors, ce projet a intéressé Quartus, au point même où ils l'ont vraiment associé au dispositif de programmation de manufacture sur scène, et même au cœur du dispositif de leur organigramme, puisque plus on avançait dans le projet, plus le collège était au centre. Alors que, si vous voulez, moi, ça va être un quartier dans lequel il y aura de l'habitation, il y aura des maisons de retraite, il y aura des écoles. Donc, si vous voulez, ça va être une petite ville qui va être construite. Et bien, plus ça allait, plus finalement cette proposition rentrait dans toute la gamme. Ça va être un écoquartier, il y aura de l'agriculture urbaine qui est déjà en place avec l'association des topagers. Eh bien, le Collège international de photographie du Grand Paris faisait son chemin dans l'esprit des programmateurs. Et
indépendamment de tout militantisme de ma part. Il se l'appropriait, et j'allais dire que j'étais presque porté par toutes les structures qu'il mettait en place. Alors concrètement, du coup, puisque les programmistes commençaient à travailler, les choses se posaient de la place, hein, si vous voulez, de ce collège. Vous retrouvez la scène à droite, et puis à gauche, le grand bâtiment de Perrault, qui est donc dite la Grande Nef, qui va être en partie retravaillée à l'intérieur, bien évidemment, pour accueillir l'ensemble des activités, comme une sorte de môle. Hein. Les architectes ont commencé stratégiquement à disposer, voilà, on le voit mieux ici, on voit la perspective des deux, et à disposer le collège, en fait, au centre de la Grande Nef, avec une entrée sur l'avenue Jean Jaurès, donc vraiment en pleine ville, et puis la seconde entrée traversante du côté des bassins, qui vont devenir, eux, des fontaines et des bâtiments d'habitation. Donc voilà la projection qui est faite aujourd'hui par les architectes. Donc c'est un bâtiment très imposant, le bâtiment de Perrault, hein, 200 mètres par 400 mètres, il va être surélevé avec des jardins. Et donc l'idée, c'est de loger ce collège. Alors il a une programmation à peu près autour de 1000 mètres carrés aujourd'hui, ce qui est important, mais on va le voir avec des activités qui ne sont pas que celles du conservatoire. Alors voilà une autre projection avec les différentes activités qui vont être là. Alors, en effet, l'idée, c'était celle d'un collégium, c'était d'associer à ce conservatoire deux autres activités qui me semblaient tout à fait importantes. La première, c'était de continuer la projection autour de la question des savoirs anténumériques et de se dire, mais finalement, qu'est-ce que le standard aujourd'hui ? Le standard, c'est le numérique. Le savoir, c'est l'anténumérique. Mais qu'est-ce que c'est que l'alternative au numérique ? Et l'alternative au numérique, c'est la création artistique aujourd'hui, en grande partie. Donc l'idée, c'était vraiment de créer un laboratoire où l'on pouvait accompagner sous forme de résidence, d'ateliers, des artistes qui sont dans la création photographique post-numérique. On en a beaucoup en tête, on a vu beaucoup de travaux ces dernières années, mais l'idée, c'était d'associer dans le même endroit ceux qui pensaient l'après et ceux qui étaient conscients de l'avant et de faire un pont, même dans les formes d'enseignement, entre ceux qui créent des dispositifs alternatifs et qui souvent, ça c'est assez drôle aujourd'hui, on pourrait dire presque que les meilleurs connaisseurs des procédés anténumériques sont les artistes contemporains, notamment les photographes contemporains, parce qu'ils les pratiquent, parce qu'ils s'y intéressent. Je pense à Dov Alouche, par exemple, qui est aujourd'hui le seul photographe vivant français qui connaît le physototype et qui sait vraiment en faire quelque chose, parce qu'il a travaillé avec les ingénieurs, parce qu'il est retourné étudier les textes de Niepce. Donc c'est assez intéressant de voir que la création est le lieu de la conservation. Et puis le troisième élément qui est très important dans le projet de ville, hein, d'Ivry-sur-Seine et du projet de Manufacture-sur-Seine, c'est ce que j'appelle bon an mal an une université libre. Alors là, je suis dans le cœur de mon métier en tant qu'enseignant-chercheur, mais c'était l'idée de dire on est sur un territoire, on va faire de la recherche, on va faire de la formation, mais aussi on va s'ouvrir au public. Alors, mon modèle le plus proche et qui fonctionne très bien, c'est l'Université populaire du cinéma à Montreuil, où en fait mon collègue Stéphane Goudet, qui fait la direction artistique du Méliès depuis maintenant presque 20 ans à Montreuil, a décidé il y a 2 ans de dire mais c'est vraiment trop bête, j'ai tous mes collègues de l'université qui parlent de cinéma, et pourquoi on ne ferait pas des séances gratuites ou très très peu chères, où on pourrait venir écouter les meilleurs spécialistes. Et ça a marché immédiatement parce qu'il y a une demande des populations locales d'aller entendre, d'aller apprendre, mais sans diplôme, sans contrainte, pour le plaisir des savoirs. Et donc l'idée, c'est d'interagir le plus possible avec Ivry, les Ivriens et le Grand Paris, pour travailler avec eux à la diffusion des connaissances. Alors, j'ai eu le plaisir de faire beaucoup de séminaires ouverts ces dernières années, et l'idée aussi de mixer le monde des étudiants et celui des populations les plus diverses est quelque chose qui m'intéresse. Alors, on verra le montage économique tout à l'heure, mais l'idée, si vous voulez, c'est d'aller ouvrir les savoirs pour tous, faire de la recherche fondamentale et faire de la préservation. Et c'est d'avoir cette dynamique dans un projet d'architecture et d'urbanisme qui lui-même est habité
par l'idée de faire vivre et de faire continuer à vivre les éléments qui nous entourent. Alors, ce que je vous montre, ce sont des documents de travail, mais un petit peu où on en est. Alors, je vous montre, voilà, maintenant ça prend une forme un petit peu plus comme ça, mais c'est assez pratique. Hein. Vous avez donc les 3 éléments qui sont réunis, le conservatoire, l'université libre et le centre d'expérimentation. Donc le conservatoire, j'ai quelques formules un petit peu pratiques, hein, j'appelle ça l'argentique à l'ère du numérique, c'est-à-dire nous sommes des êtres numériques et on se saisit des anténumériques. Et donc on apprend cette photographie classique, eh bien, comme le piano, comme le cheval, comme l'autre chose, il faut connaître sa photographie pour devenir un gentilhomme du XXIe siècle. L'idée donc c'est de décliner les différentes compétences que j'ai évoquées tout à l'heure. Et l'université, elle, s'ouvre gratuitement, je tiens à le souligner, aux populations. Et le centre d'expérimentation, lui, va fonctionner plutôt sur le mode des résidences. Alors, la genèse du projet, je ne vais pas y revenir, hein, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est totalement interdépendant dans sa génétique du projet mené par Quartur sur Ivry. Il y a beaucoup d'acteurs, donc il faut parler avec beaucoup de gens, avec des métiers que je ne connaissais pas jusqu'à présent, et ça c'est intéressant. Créer un lieu qui soit inédit et utile, en résonance avec les différents acteurs de la région et au-delà, et qui soit aussi un centre de ressources pour réfléchir et représenter la ville. Parce que ça, c'est un accent important sur lequel je veux insister, c'est qu'on va lancer des programmes de prise de vue, de travail de photographie sur Ivry, sur le site, parce que l'idée, c'est d'accompagner aussi les architectes par la photographie. On en est suffisamment en amont pour pouvoir travailler avec eux sur la question de la représentation du site. Et vous verrez quelles sont les personnes ressources dans un instant. Bon, ça, c'est des choses que je vous ai dit, hein, le soutien... alors, le montage, comme ça, c'est important, c'est finalement quelle est la nature de ce projet. On est en train d'inventer à Lille, dans le Grand Paris, ailleurs, on le voyait tout à l'heure avec Michael Houlette, il y a des choses qui naissent qu'on n'aurait pas imaginées il y a 20 ans, il y a des nouvelles manières de créer des institutions. Le projet du conservatoire est un projet de type privé. On pourrait dire, par exemple, le conservatoire, l'idée du conservatoire de photographie a été retenue par Quartus en vertu de l'expertise de son business plan sur 5 ans. Ils n'ont pas dit c'est une bonne idée, ils ont regardé, on a vu les chiffres, on a analysé, on a comparé. Donc c'est une entreprise. Hein. Mais on va le voir, c'est une entreprise qui essaye de marcher sur 2 pieds. Et le travail que j'ai fait pour susciter de l'adhésion depuis plusieurs mois, c'est d'aller voir à la fois, j'allais dire naturellement, nos interlocuteurs représentants des collectivités territoriales et de l'État, et d'un autre côté, des investisseurs qui sont intéressés pour accompagner ce type de projet avec des fonds privés. Et donc, c'est d'essayer de trouver un équilibre un petit peu entre ces deux. Donc, l'association de préfiguration qui vient juste d'être créée va avoir plusieurs missions. D'abord, on va activer des projets. Alors ça, c'est un terme un peu fétiche pour toutes les équipes de ce projet, puisque la vente est en cours et les travaux sur le site vont commencer dans quelques mois, mais on est sur une projection minimale de 2 ans, puis 4 ans. Hein, on fait naître une ville. Hein, donc l'idée, c'est d'activer les projets en phase transitoire, avec une période hors les murs, puis après en commençant à rentrer sur le site. Il va y avoir donc différentes bourses qui vont être créées pour documenter la transformation des lieux, pour travailler aussi avec les Ivriens, et puis pour réaliser un certain nombre d'actions, des cours, des séminaires, des workshops. Et puis, deux tâches qui sont un petit peu différentes, peut-être plus diplomatiques ou politiques d'ailleurs, le mot peut être noble, celui de la création d'un collège de fondateurs et la création d'un collège d'experts. Le mot fondateur, le mot expert sont encore un petit peu interchangeables sur certaines personnalités. L'idée, si vous voulez, c'est de dire à certains fondateurs, soyez les premiers avec nous pour nous accompagner.
En termes de mécénat de compétences ou en termes de mécénat financier, les deux m'intéressent. Je me dirige toujours vers les partenaires publics en disant que je ne suis pas dans une demande de financement pour l'instant. On est plutôt dans une accréditation de légitimité, si vous voulez, en disant est-ce que ça a du sens? Est-ce que vous projetez dans quelque chose comme ça? Bon. Alors certains s'y projettent, d'autres pas du tout. Je ne dirais pas qu'ils ne s'y projettent pas du tout, ça serait assez étonnant. Bon. Et puis le collège des experts sont ceux qui ont répondu présent très tôt sur le projet à divers titres. À leur titre de compétences techniques, à leur titre de compétences financières ou de leurs compétences scientifiques, on va dire. Alors, ce que je vous montre a un caractère, bien sûr, bon, voilà, c'est la première fois que j'en parle, donc il faut bien nommer les choses. Dans le collège des fondateurs à ce jour, Laurent Garret, le président directeur général de Neuflis OBC, alors j'ai une relation de longue durée avec ce principal mécène de l'image en France, parce que je les accompagne dans d'autres projets. Et Laurent Garret, qui est le nouveau PDG de cette banque, vient de la culture de l'investissement. Donc il a tout de suite été intéressé et il propose d'accompagner le projet avec des bourses, mais aussi, ce qui est beaucoup plus utile pour moi dans ces premiers temps, mécénat de compétences, avec des notaires, des juristes, etc. Et puis, des collectionneurs renommés, Florence et Damien Bachelot. J'en ai parlé d'abord à Damien, et qui est quelqu'un qui est bien connu par certains d'entre nous pour être un dingue, on dirait, du tirage et de la qualité du tirage, et chez qui résonne beaucoup l'idée de la conservation des savoir-faire en termes de tirage. Et donc, il a beaucoup aimé le projet, il a décidé de nous accompagner aussi. Mais aussi, je dois lui rendre hommage, Joséphine de Bodina Moreno de la Fondation Grésini, qui est une fondation qui a beaucoup d'actions, mais notamment qui a créé le prix Caméra Clara, parce que c'est une fondation qui est particulièrement intéressée alors par la photographie à la chambre, au sens d'une photographie plus classique, si vous voulez, dans ces modes opératoires. Et Joséphine m'a dit, mais moi, ce qui m'intéresserait... alors, vous savez, le principe de la philanthropie, c'est que c'est la passion qui se projette. Elle m'a dit, moi, je voudrais financer une bourse de recherche sur les papiers, sur la question des papiers photographiques. Donc, en toute transparence, on s'est dit qu'elle nous aiderait sur un projet lié au papier. Xavier Point, alors personnage absolument central, puisque c'est lui qui fait le verrou dans le monde des entreprises entre le chantier et le projet. Il est co-maître d'ouvrage aux côtés de Quartus. C'est un spécialiste de l'habitat participatif. Et donc, il a un gros projet d'habitat participatif à l'intérieur du quartier. Et il se trouve que dans une autre vie, il a été photographe. Et c'est vraiment ça qui le guide. Donc de l'autre côté, moi j'apparais bien sûr. Marion Isselin, on l'a cité tout à l'heure, au ministère de la Culture, a été très attentive à ce projet et elle est présente pour nous accompagner, pour nous éclairer du côté de la culture, et c'est bien sûr un appui important lorsque l'on va voir. Vous savez, l'idée c'est d'aller voir le privé en leur disant qu'on a l'appui du public et d'aller voir le public en disant que... Mais c'est assez amusant parce que finalement c'est une demande qui est faite. Moi, c'est les gens du privé qui m'ont dit, mais c'est un projet de type public, il faut que tu aies les gens du public. Et donc finalement, c'est assez amusant, c'est que c'est deux jambes qui marchent l'une sur l'autre. Alors on parlait d'éducation artistique, je suis allé voir mon collègue, l'inspecteur général des arts plastiques, Christian Viau, qui se trouve être ivrien, alors ça tombait bien. Mais Christian Viau nous assure de son expertise sur le principe des formations. Pourquoi ? C'est pas du tout, c'est presque plus à titre d'expert personnel d'ailleurs qu'il intervient. C'est parce que je lui ai soumis une idée, et je vais aller très vite, mais elle est vraiment en raccord par rapport à ce qu'on a vu ce matin. Moi j'aime bien l'idée de Gandhi qui est de dire si un homme a faim, plutôt que lui donner un poisson, apprends-lui à pêcher. Et ça fait 20 ans, 25 ans que l'on voit l'éducation nationale un peu démunie dès lors qu'il s'agit de photographie. On l'a vu, il faut faire venir des experts, il faut faire venir des... Et pourquoi on n'apprendrait pas aux professeurs d'art plastique des collèges et des lycées à pêcher, je dirais à faire de la photographie? Est-ce qu'on pourrait leur apprendre, est-ce qu'on pourrait être le centre de formation référent pour les procédés classiques? Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de faire son chemin, en train de se dire, est-ce que, si on a les équipements, est-ce que ça ne peut pas être un lieu où un maître, un professeur peut dire, bon, le daguerreotype, c'est génial, mais j'y comprends rien. Eh bien, dans le cadre de sa formation, il peut apprendre à faire du daguerreotype, au moins à comprendre ou à toucher, à faire des choses. Donc l'idée, c'est d'accompagner cela. Puis deux acteurs plus locaux très importants, le responsable du développement
Jean-Marc Dos Santos au ministère de la Culture pour la DRAC Île-de-France, qui lui était intéressé pour nous accompagner sur des projets plus sociétaux. C'est vrai qu'il y a une dimension sur le site qui nous importe, c'est d'aller au contact des populations. Donc on va travailler ensemble sur cet aspect-là. Et puis Jérôme Pernoud, qui lui aussi est très important, qui est un homme très très accueillant. Il dirige l'EPSA, qui est l'école professionnelle supérieure des arts graphiques à Ivry. C'est une école de la ville de Paris qui est à Ivry et qui a beaucoup d'activités sur le site, qui forme des graphistes et qui va nous accueillir pour nos premières sessions de travail. Et on a même mis au programme de l'année prochaine des troisième années de travailler sur l'identité graphique du collège. Donc on veut vraiment travailler avec le lieu. Et puis je termine avec le Collège des experts. Alors, grand ami Jean-Luc Moulin a accepté dès le début d'être le parrain du laboratoire. Et c'est quelqu'un qui a une pensée de la production. C'est lui qui m'a dit, mais ton truc, il faut que ce soit un lieu de production. Il y a des lieux d'exposition partout, de la production. Il faut que tu aides les gens à faire. Et je crois que... Voilà, son imprimature était importante pour moi. Et puis, il sera accompagné en termes de programmation d'Aurélie Pétrel, qui alors, est vraiment quelqu'un qui pense l'après-photographie, et d'Étienne Hatt, que vous voyez à droite, qui s'occupe de la photographie art presse et qui aidera Aurélie à réfléchir sur la programmation du labo. Francis Joly, alors, qui m'aide beaucoup parce que lui, il enseigne à l'EPSA, il a 25 ans d'activité de conseil photo à l'éducation nationale et il a des rouages techniques, politiques, administratifs qui me sont très précieux. Jean-François Rochebos qui dirige la photographie à l'école du Perret, très important parce qu'on va travailler aussi avec les lycées, avec des gens qui sont formés à la photographie dans ces domaines-là. Alors du Perret c'est la mode mais pas que. Il a surtout des compétences techniques qui m'ont permis, c'est lui qui m'a permis de chiffrer les laboratoires au début. Et puis, quelqu'un avec qui je vais beaucoup travailler, c'est Cyril Venner, que vous connaissez peut-être, qui est un photographe de talent, mais surtout qui est aujourd'hui celui qui a le plus travaillé avec les grands architectes contemporains des tiers-lieux, et qui va prendre en main les programmations de commandes sur le site. En communication, Chantal Nedjib, qu'on connaît beaucoup dans le métier, qui a la gentillesse de me relire. Et puis les hommes de l'art, alors ça c'est fondamental, c'est Philippe Guilvard, un des grands tireurs d'aujourd'hui, qui a eu un centre de formation pendant longtemps. Patrick Lebescon pour les éditions, qui entend très bien l'idée de passer les savoirs éditoriaux. Et puis, last but not least, Diamantino. Diamantino, c'est aujourd'hui celui qui forme le plus de tireurs argentiques au monde à Paris. Il va déménager, là il va s'installer d'ailleurs à Bagnolet, et il accepte aussi de jouer le jeu et de venir être un des aiguillons de tout cela. Donc à ce stade-là, si vous voulez, en termes d'investissement, je ne vais pas vous embêter avec des sous, mais voilà, c'est des bourses qui arrivent, c'est des aides qui sont là, ce n'est pas des moyens énormes, mais c'est ce qui nous permet de démarrer. Et l'écosystème, il est fondamental. Certains d'entre vous en font partie, le savent, on s'est déjà parlé. Le Centre photographique Île-de-France, le musée Albert Kahn, la maison Robert Doisneau, la médiathèque du patrimoine, le cinéma Le Méliès, je pourrais rajouter le Macval. Il y a dans le Grand Paris, autour de nous, des gens qui ont une activité historique, fondatrice, déterminante dans le domaine des images. L'envie, c'est de travailler ensemble. Je crois ne recouvrir les missions de personne, donc c'est vraiment de la complémentarité. Et c'est aussi le Grand Paris. Alors j'ai rencontré rapidement le préfet du Grand Paris parce que ma grande angoisse était l'usage du terme. Et donc Métropole Grand Paris est protégée, mais il nous a dit Grand Paris, on pouvait y aller. Donc bien sûr, on a sauté sur les noms de domaine. Et Photographie Grand Paris, ce sera nous. On l'a acheté très cher, mais on l'a acheté. Voilà, donc le programme, vous voyez, c'est de démarrer maintenant. Et puis, voilà, c'était simplement pour vous dire que c'est deux logiques complémentaires. On a une entreprise qui est censée faire un peu de bénéfices, de pouvoir éventuellement les reverser sur l'association non-profit, qui seront l'université et le laboratoire, qui sera aussi susceptible de recevoir des aides publiques s'il y a des aides publiques, et puis surtout du mécénat et de la philanthropie. Donc une structure collégiale, mais avec deux logiques économiques très différentes, parce que si vous mélangez les choses, vous ne pouvez pas travailler correctement. Donc là, on a vraiment une entreprise privée d'un côté et des structures non-profit de l'autre, et l'argent peut circuler que dans un sens, comme vous le savez. Voilà, donc le dernier rappel que je fais, c'est que notre leçon inaugurale aura lieu le 21 novembre à la Manufacture des œillets. Et Jean-Luc Moulin nous parlera de son rapport de l'image à l'objet. Et ça sera pour nous le moment de quelque chose qui démarre. Voilà, je vous remercie.